Les matins de France Culture. Jean Lémarie. Faut-il tout revoir ? L'urbanisation, l'étalement urbain, l'organisation même de la ville. Des questions, beaucoup de questions après la catastrophe il y a une semaine exactement en Espagne. Ces inondations, ces torrents de boue et ce bilan toujours provisoire, je le souligne. Plus de 200 morts et des disparus innombrables. Autour de la Méditerranée, et pas seulement là, les villes sont particulièrement exposées. Comment nous adapter ? Avec nos invités ce matin, nous allons regarder vers le futur. Bonjour Jean-François Soussana. Bonjour. Président du Haut Conseil pour le climat, expert du GIEC et depuis longtemps, dès la fin des années 90, je crois, si je ne me trompe pas. Je salue également Nassima Baron, bonjour. Bonjour. Géographe, professeur à l'université Gustave Eiffel et spécialiste de l'Espagne. Vous étiez venu dans ce studio juste après la catastrophe. Avec vous, nous allons continuer à chercher des clés pour comprendre ce qui s'est passé et comment faire en sorte que cela ne se reproduise pas de la même façon. Phénomène terrifiant, réellement. On le savait déjà il y a quelques jours, mais au fil des jours, des témoins, des habitants racontent ce qu'ils ont vécu et c'est véritablement l'horreur. L'ampleur de ce phénomène vous a-t-elle surpris, Jean-François Soussana ? Oui, c'est terrifiant, vous le dites bien. Il faut rappeler peut-être quelques chiffres sur ce qui s'est passé au niveau de ces précipitations intenses. Finalement, il est tombé dans certaines localités de la région de Valence en 3 heures l'équivalent de la pluie des 21 derniers mois. C'est-à-dire qu'on a eu 400 litres d'eau, 400 à 500 litres d'eau par mètre carré. Et c'est quelque chose d'exceptionnel réellement, mais qu'il faut mettre dans un contexte de changement climatique qui fait que l'impossible, ce qui était réellement impossible par le passé, il y a encore 40 ans, est aujourd'hui possible. Et ça n'est pas simplement en Espagne, il faut bien le dire. Nous avons eu en Ardèche un record de 700 mm, 700 litres d'eau par mètre carré, cumulé en 60 heures dans les Cévennes ardéchoises. Seulement quelques jours avant ce qui s'est passé jours auparavant. En Espagne. Sans attendre ma question, vous avez parlé du changement climatique. On est là au cœur du sujet, parce que je pense aussi à celles et ceux qui se demandent jusqu'à quel point on peut relier ce qui s'est passé à la crise climatique elle-même. Alors, vous me permettrez de mettre ça en perspective avec le réchauffement, tout d'abord. C'est une loi de la physique qui est bien connue, la loi de Clausius-Clapeyron. Chaque fois que vous augmentez d'1 degré la température de l'air, vous avez 7% d'humidité relative en plus. Autrement dit, vous avez une masse d'eau dans l'atmosphère qui devient de plus en plus importante. Et il faut savoir que 85% de l'évaporation provient des océans. Vous êtes à Valence en contact avec la Méditerranée. On a eu des températures absolument exceptionnelles en Méditerranée pendant l'été 2024, jusqu'à 30 degrés dans certaines parties. Et évidemment, l'évaporation s'est renforcée de manière forte. Et donc, on a ces énormes masses d'eau saturées en vapeur d'eau. Et puis, vous arrivez à une dépression d'altitude, de haute altitude, qui crée ce qu'on appelle ce phénomène de goutte froide, c'est-à-dire que les masses d'air se refroidissent brutalement, toute cette eau précipite, et vous avez ces phénomènes de précipitation absolument exceptionnels et intenses. Donc, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que tout ça, c'est des risques, et que ces risques, ils s'amplifient de plus en plus, à la fois en fréquence et aussi en intensité, tout particulièrement dans la zone Méditerranée, on pourra y revenir. Nassima Baron, je me tourne vers vous précisément à propos de cette zone Méditerranée et précisément à propos de l'Espagne, car quand on évoque l'Espagne, bien souvent, c'est pour parler de la sécheresse. Ah, mais ce sont les deux faces d'une même pièce. C'est intéressant que vous commenciez par cette remarque qui apparaît à tout le monde. Chacun reste médusé devant les images absolument dantesques, apocalyptiques. C'est un tsunami que les habitants ont eu l'impression de vivre. Et là, on est aux limites du pensable et de l'impensable, du connaissable et de l'inconnu, y compris pour les habitants, y compris pour les élites politiques, qui ont commencé à dire le premier jour, qui aurait pu imaginer la responsabilité aujourd'hui des acteurs, quand on parle à la fois météo, des problèmes connus. La gota fria est un problème connu. La goutte froide. Il y en a eu 72 depuis la reconquête espagnole et depuis le roi Jaume Ier et depuis qu'il y a des archives dans la communauté valencienne. Donc ces pluies automnales sont connues, ce ne sont plus les mêmes, il ne pleut plus de la même manière, mais les Basques vous diront la même chose, les Galiciens vous diront la même chose, il ne pleut plus de la même manière en Espagne. L'intensité, la puissance des phénomènes météorologiques
bon, il y a des études d'attribution, mais conduisent à qualifier effectivement ce phénomène de forçage climatique évident. Évident. La Méditerranée a été très chaude cet été. Elle a été très chaude parce qu'on a été dans un épisode de réchauffement. On a eu des canicules et on a eu une très forte sécheresse. Je reviens donc sur ce que vous me disiez. L'hiver dernier, le printemps dernier, on a évité, à la limite, on commence à mettre des usines de dessalement dans le port de Barcelone pour la population. Et donc voilà, on a les deux revers d'une même médaille. Mais moi, ce que je trouve très intéressant dans ce que vous dites, c'est on est sous l'empire des images, des réseaux sociaux qui tournent en boucle et qu'il y a un rapport entre... Enfin, il y a une dimension de stupeur, de sidération qui saisit les habitants, les journalistes, mais même les acteurs politiques. Que faut-il faire de cette stupeur, Jean-François Soussana ? Eh bien, on pourrait espérer que la stupeur conduise à des changements structurels, qu'on passe d'une logique de gestion des crises climatiques à une logique d'anticipation des risques. Mais est-ce que l'on est en ce moment en Espagne dans cet épisode ou au contraire va-t-on avoir des accusations mutuelles et va-t-on avoir finalement des blocages accrus de la société ? Je crois que c'est un enjeu très important que l'on voit pas simplement en Espagne mais dans d'autres régions du monde et finalement apprenons-nous de ces catastrophes. Sont-elles des signaux d'alarme qui nous permettent de changer nos comportements et de changer structurellement ? Nassima Baron. L'onde de destruction qui a été produite par ces inondations brutales atteint des niveaux qu'on commence à peine à essayer d'évaluer. Bon, déjà, on a un certain nombre de morts connus, on a un nombre de disparus. Aujourd'hui, probablement, parmi ces disparus, donc beaucoup de morts non connus. Et ça, c'est un premier élément, effectivement, qui va continuer à rendre le phénomène difficile à gérer, et sur le plan de la protection civile, et sur le plan politique. Mais on a aussi 100 000 voitures, vous les avez vues entassées jusqu'au premier étage des maisons à Sédavie. On a plus de 5 000 logements, et certains commencent à s'écrouler, parce que l'humidité a évidemment travaillé les rez-de-chaussée. On a plus de 5 000 entreprises, 3 lignes de chemin de fer sur 6 régionales, en miettes, et voilà, sans compter des dommages, j'allais dire incommensurables, qu'on essaye de commencer à mesurer. Hier soir, le président de la région Amazone a demandé tout de suite 35 milliards au gouvernement, tout de suite, pour nourrir la population. Il y a des évaluations Les évaluations circulent, faites par des universitaires. Je ne dis pas il y en aura plusieurs, mais on évalue à une année de PIB espagnol le besoin pour la reconstruction de ce territoire. C'est évidemment parlant, avec des ravages particulièrement dans des zones très urbanisées. Et là, c'est le cœur aussi de notre sujet ce matin. Pourquoi, Jean-François Soussana ? Alors voilà, on se retrouve dans le fait que l'on n'a pas suffisamment anticipé les risques. Tout le développement urbain s'est traduit par une imperméabilisation des sols qui augmente les volumes d'eau qui ruissellent. Et ensuite, avec les précipitations, ces volumes sont juste considérables. Ils emportent tout sur leur passage. Les espaces tampons, les lits des rivières ont été aménagés. Les constructions se sont multipliées dans les zones inondables. Et puis, on a conçu des infrastructures qui n'étaient pas du tout adaptées pour des volumes de pluie aussi importants, qui sont nettement plus importants que par le passé. Les réseaux d'assainissement débordent. Donc, évidemment, il faudrait reprendre tout l'aménagement urbain, ce qui est considérable en termes d'implication, et c'est du long terme. Est-ce qu'on a construit dans des zones dangereuses, pour le dire simplement ? On a construit en plaine, monsieur, bien sûr, on a construit en plaine. Il y a eu 2 vagues de construction dans cette périphérie du sud de Valence, qui est une périphérie faubourienne. Ce sont des faubourgs, c'est la première couronne. On est dans une urbanisation des années plutôt 60-70. Vous voyez les grands immeubles, un petit peu classiques de ces premiers croissants de croissance historique de la ville de Valence au-delà de ces murailles. Et on n'est pas sur les zones les plus récentes, celles des années 2000-2010, celles du Ladrillo. Mais avant de parler de ces logiques de reconstruction exemplaires qu'il va bien falloir constituer,
aujourd'hui, on est dans un territoire où, comme je vous le disais, ce qui est construit, ce qui est matériel est en décomposition, y compris il y a des montagnes d'ordures au milieu de la rue qui commencent à pourrir depuis une semaine, et la mort rôde. Les morts sont invisibles, on les cherche encore, on a une population traumatisée. Et dans ce cadre-là, alors comme ils font des monceaux d'ordures au milieu des routes, les pompiers ont du mal à tirer les voitures. Bon, voilà, on est encore quand même dans une logique assez difficile sur le plan de la sécurité civile. Et dans ce cadre-là, effectivement, le sentiment et la raison, je ne sais pas si on est déjà dans un moment de réponse, de solution, de planification adaptative. Je crois qu'on est encore dans un moment de trauma et de conflit et de déraillement du politique aussi, qui m'inquiète beaucoup. Quel était le sens de cet étalement urbain dans ces communes autour de Valence qui ont été particulièrement touchées? C'est ça aussi que j'essaye de comprendre. Y a-t-il là d'abord un moteur économique, une expansion naturelle de la population avec une densité de plus en plus importante? On n'est pas dans l'étalement, on est dans la ville dense, on est à 5-6 étages, on est dans une ville constituée. Donc ce qui s'est passé là est finalement intervenu dans une zone normale, je mets des guillemets, avec des dégâts totalement anormaux, exceptionnels. Le ruisseau qui s'appelle Poyo, voilà, c'est des barrancos, que traversent des cours d'eau côtiers qui sont courts et qui sont auxquels on laisse une place qu'on canalise évidemment dans cette plaine littorale depuis toujours. Cette plaine littorale a été canalisée historiquement et drainée, et c'est donc cette zone qui a été totalement dévastée. Jean-François Soussanach, vous voyez réagir? Non, c'est bien le problème. C'est-à-dire qu'on a des références, je dirais, historiques pour canaliser ces cours d'eau qui, en région méditerranéenne, peuvent être intermittents. Et ces références sont obsolètes. Aujourd'hui, il faut revoir complètement la nature, le dimensionnement de ces espaces. Il faut créer des espaces tampons. On ne peut pas espérer endiguer et retenir ces masses d'eau gigantesques sans avoir des espaces tampons. Qu'est-ce que c'est qu'un espace tampon très concrètement? C'est-à-dire que c'est une zone qui va servir pour absorber, disons, ces crues. C'est une zone inondable qu'on va laisser sans construction, sans infrastructure, avec un sol qui peut drainer une partie au moins de l'eau. Et donc cet espace va permettre de contenir une partie au moins des crues. Alors ça modifie complètement la nature de cet espace urbain. Vous le dites, on est dans un espace urbain qui est déjà assez dense. Comment s'y prendre si on doit reconstituer ce type de zone? Il faut sans doute le faire un peu en amont, des choses comme ça. Mais vous voyez, c'est des questions vraiment structurelles auxquelles on ne va pas trouver de réponse rapide. Qu'est-ce que c'est à l'échelle d'une ville un espace tampon, qu'on essaie de se le représenter? Vous avez, alors dans certaines régions, vous avez des zones humides qu'on peut préserver. Vous avez simplement des cours d'eau qu'on laisse, comme c'est le cas pour la Loire, avec une certaine ampleur. Donc finalement, le fleuve peut inonder cet espace, mais il n'est pas habité, il n'y a pas d'infrastructure. Voilà, donc c'est tout ceci qui peut être utile face à la violence de ces crues. Mais il n'est pas certain que ce soit suffisant. Donc il y a, je pense, il faut repenser tout le paysage, depuis l'amont jusqu'à l'aval. Valencia a eu 3 morts, a eu 3 quartiers, elle a été relativement peu touchée. La ville elle-même, la ville centre, si vous voulez, ils appellent ça Valencia capitale. Le fleuve Turia, je vous l'avais expliqué, a été défluvié sous Franco, suite à une riada déjà marquante en 1957. Elle n'avait fait, entre guillemets, que 87 morts. Mais à l'époque, effectivement, la solution avait été de prendre ce cours d'eau canalisé qui avait largement débordé du fleuve Turia et de changer son embouchure dans la mer pour le faire passer au sud de la ville. Et donc là, une zone tampon, c'est le jardin du Turia, c'est-à-dire ce grand espace vert qui est une bulle d'oxygène où les gens font leur jogging et qui est resté un espace vert au plein centre de la ville. Et évidemment, dans les villes méditerranéennes, ces cours d'eau
peuvent être adaptés, recalibrés et servir peut-être pour des espaces sportifs, des espaces jardins. En plus, on a besoin de verdissement, on a besoin d'îlots de fraîcheur dans la ville. Donc, on peut sans doute imaginer une revégétalisation. On peut évidemment redonner une pleine terre sur un certain nombre d'espaces artificialisés. On a une politique pour les cours d'école à Paris ou ailleurs. Il faut peut-être imaginer le plus d'espace possible dans les zones urbaines denses où l'eau puisse quand même un petit peu pénétrer le sol et ne pas ruisseler, portant tout sur son passage. Mais donc il faut en passer nécessairement par là avant de parler de reconstruire de nouveaux types d'immeubles, etc. La base, la réflexion de base, ça doit être l'eau, le cours d'eau, le ruissellement, etc. C'est un principe vraiment essentiel dans la gestion des catastrophes, c'est de ne pas reconstruire à l'identique. Si l'on reconstruit à l'identique, on reproduit le même niveau de vulnérabilité et il est très vraisemblable que l'on aura à terme des événements catastrophiques à nouveau. Donc cela renvoie vraiment à ce cycle qu'il faut avoir de réduction des risques des catastrophes naturelles avec une évaluation qui doit être faite a priori, ex ante, de ces risques et puis des plans d'adaptation, la mise en œuvre de ces mesures d'adaptation et un suivi, une évaluation qui sont à faire ensuite. Nassima Baron, rapidement. Oui, on peut parler de planification, on peut parler de fonction urbaine. La manière dont fonctionnent ces faubourgs valenciens, c'est que les rez-de-chaussée sont en général des petits commerces et que les habitants habitent au premier, la boutique, et le boutiquier en bas, son appartement en haut. Donc, que ces personnes montent aux étages et qu'on réfléchisse peut-être à moins encombrer l'espace public, parce que là, tout a valdingué, les poubelles, les bancs, etc. Et ça a eu une force destructive terrible. Donc la manière dont on meuble l'espace public est aujourd'hui aussi peut-être à réfléchir. Tout repenser, y compris en France. Nous poursuivons cet échange dans une vingtaine de minutes avec vous, Nassima Baron, professeur à l'université Gustave Eiffel, et vous, Jean-François Sousana, président du Haut Conseil pour le climat. Vous serez rejoint par Marine Braud de la société Alameda, qui fut conseillère environnement à l'Élysée et à Matignon. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes maintenant. Il est 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Jean Lémarie. Comment revoir nos villes et la vie dans nos villes? Nos questions une semaine tout juste après la catastrophe en Espagne. Ces pluies et ces inondations terrifiantes, nous l'évoquions dans la première partie de cette interview. Des événements qui laissent derrière eux des morts, on ne sait toujours pas combien, et une immense colère. Avec nous toujours dans ce studio, Jean-François Sousana, président du Haut Conseil pour le climat. Également la géographe Nassima Baron, professeure à l'université Gustave Eiffel, et Marine Braud également qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Associée fondatrice d'Alameda, société de conseil en transition écologique. Et vous avez été au cœur aussi des décisions de celles et ceux qui préparent le futur. Vous êtes l'ancienne conseillère environnement d'Emmanuel Macron à l'Élysée et d'Elisabeth Borne à Matignon. Cette catastrophe espagnole, Marine Braud, pourrait-elle se produire en France ? Alors, si on parle juste de la probabilité de la survenue de l'événement climatique extrême, oui. Oui, clairement. Aujourd'hui, le changement climatique et l'intensification des événements climatiques extrêmes pourraient arriver et va arriver, en fait, j'ai envie de dire même en France de cette façon. Après, en termes des dommages, notamment des dommages corporels, des dommages aux infrastructures, la France est peut-être un peu mieux préparée que ce que l'Espagne était, parce qu'en fait, on a d'une certaine façon appris de nos catastrophes. Et si on se parle uniquement des inondations comme celles qui sont arrivées à Valence, en fait, nous, on a appris des inondations tragiques de Nîmes à la fin des années 80, de Vaison-la-Romaine au début des années 90, ce qui a permis de créer une culture du risque et de prévention assez efficace en France, avec des alertes de Météo France qu'on a tous déjà reçus sur nos téléphones pour nous prévenir. Et c'est ça qui a beaucoup manqué à Valence. Donc sur un phénomène de cet ordre-là, il est probable qu'il aurait été un peu moins ravageur en France. Parce qu'alerte météo meilleure, mais sur l'état de nos villes, qui est aussi le cœur de notre sujet aujourd'hui. Jean-François Sousana, est-ce qu'on est dans une situation plus simple, moins périlleuse que nos amis espagnols ?
Je ne suis pas tout à fait convaincu que nous ayons une situation bien meilleure. Les mêmes tendances se sont produites en France et en Espagne. Les mêmes tendances d'urbanisation, de réduction de ces espaces un peu naturels qui permettent à l'eau de circuler. Donc je crois que les niveaux de risque sont tout de même élevés et on peut rappeler tout simplement ce qui s'est passé en octobre, 650 mm en Ardèche, les inondations un petit peu avant dans la vallée d'Aspe, dans les Pyrénées-Atlantiques en septembre, la crue de la Bérarde en Isère fin juin, le nord de la France qui a été inondé de manière répétée après la tempête Kirk. Et donc les niveaux de risque sont élevés. Je voudrais dire qu'on n'est pas à l'abri non plus d'une inondation, d'une crue centenale à Paris qui ferait potentiellement des dommages très considérables. La crue de la Seine, Oui, dont on sait qu'elle surviendra un jour. Elle surviendra un jour et on peut dire qu'il y a une série d'études qui montrent qu'il demeure une vulnérabilité de l'agglomération parisienne. Je lisais récemment une étude de l'atelier d'urbanisme de Paris qui indique que, par exemple, les stocks de denrées alimentaires correspondent à l'alimentation pendant 3 à 5 jours, si vous voulez. Donc, en fait, on aurait aussi une interruption de l'approvisionnement logistique, et y compris des problèmes d'alimentation. Donc, c'est simplement pour indiquer le niveau de vulnérabilité que nous encourons. Et l'aspect extrêmement concret des choses, Nassima Baron. Et il est évident qu'un risque, c'est un aléa. On vient de parler de l'aléa. Il est présent aussi en France. Ce sont des enjeux. Mais il me semble que c'est un petit peu difficile de projeter des risques actuels avec un comportement de la population d'il y a 30 ans. Et je crois aussi qu'avoir vu ce qui s'est passé à Valencia et par exemple la mobilisation des volontaires par milliers, par dizaines de milliers de jeunes qui ont souhaité seconder des services un petit peu désorganisés au début de la catastrophe, montre aussi que la population se sent moins couverte par la responsabilité des acteurs publics, a compris dès le départ qu'elle ne serait pas aidée et a tenté de s'aider elle-même. Et je me demande jusqu'à quel point, en France, la cohésion de la population n'est peut-être pas la même qu'il y a 40 ans, peut-être dans le sud de la France, et je me demande si, effectivement, ces phénomènes de s'appuyer sur les services publics ou de s'auto-organiser seraient exactement les mêmes aujourd'hui dans la société française qu'il y a quelques décennies. Marine Braud, rapidement là-dessus. Parce que c'est très politique aussi, ça. C'est très politique. Et d'ailleurs, pour revenir sur la question de l'aménagement des villes, ce qu'on a vu dans la région de Valence, c'est une urbanisation, une artificialisation des sols qui fait que tout bêtement, quand l'eau arrive, elle n'a plus nulle part où partir. Elle n'a plus de cours d'eau dans lesquels s'écouler, elle n'a plus de sols dans lesquels s'infiltrer. Et ces tendances d'artificialisation, comme le disait très justement Jean-François Sousana, c'est des tendances qu'on connaît aussi en France. La France est l'un des pays en Europe qui s'artificialise le plus rapidement. C'est pour ça qu'on a mis en place des politiques pour limiter l'artificialisation. Et c'est très intéressant parce que je parlais récemment à un élu local qui a été touché par des inondations, qui commençait son intervention en disant « c'est aussi le problème de la bétonisation » et qui l'a terminé en disant « mais par contre, vos politiques de limitation de l'artificialisation, c'est vraiment des choses qui tuent l'économie. » Et donc là, on est face à des injonctions contradictoires qu'il va falloir gérer dans les prochaines années. Je vous vois sourire, Jean-François Sousana, mais vous souriez jaune. Je ne sais pas si on peut utiliser cette expression. Pourquoi ? Non, je crois que ce que vient de dire Marine Braud est très juste. Il y a vraiment des contradictions dans ce que font les acteurs. Il y a en ce moment plutôt un affaiblissement de l'objectif de zéro artificialisation nette, qui est pourtant un objectif très important, effectivement, pour lutter contre ces risques. Et qui est très contesté localement. Discussion sans arrêt entre des élus locaux et les gouvernements, les uns après les autres. Que préconisez-vous, vous, au Conseil pour le climat, là-dessus, sur ce point précisément ? Non, on pense que cet objectif est important et qu'il faut absolument arriver à le tenir. Alors, il faut sans doute plus de flexibilité, il faut des mécanismes de concertation qui permettent aux acteurs locaux de tout de même développer des stratégies. Mais si vous voulez, de manière fondamentale, il faut que l'on s'adapte au changement climatique. Je salue de ce point de vue, nous saluons au HCC de ce point de vue le fait d'avoir adopté une trajectoire d'adaptation qui est calée sur quelque chose d'assez réaliste, c'est-à-dire le plus 4 degrés en France à la fin du siècle, ce qui correspond en fait à la poursuite des tendances au niveau mondial. Malheureusement, nous ne sommes pas du tout sûrs de pouvoir rester à 1,5 ou 2 degrés. Donc s'adapter à 4 degrés, c'est cohérent avec plus 3 degrés au niveau mondial. Donc ça, c'est important, mais du coup, il faut tout repenser sur cette base.
Il faut passer d'une logique de gestion des crises à une logique d'anticipation des risques. Et il faut revoir l'aménagement, le dimensionnement des infrastructures, ne pas reconstruire à l'identique, éviter la maladaptation. Tout ceci, c'est un énorme chantier qu'il faut conduire. Mais ça, vous le dites régulièrement, le Haut Conseil pour le climat. Est-ce qu'on le fait aujourd'hui ? Non, on ne le fait pas. Vous avez entendu l'annonce du PNAC, le PNAC 3, le Oui. Plan national d'adaptation Avec plus au d'un changement an de retard, climatique. je le rappelle. Absolument. Conséquence aussi des péripéties politiques sans doute beaucoup plus importantes que la nécessité de s'adapter. Oui, pardon, je vous ai interrompu. Non, simplement, ce plan, il était attendu, il est absolument indispensable, mais pour le moment, il n'a pas les moyens de son action et il y a encore beaucoup de choses à faire pour parvenir à des résultats concrets. Nassima Baron. Moi, je suis spécialiste de l'Espagne, j'ai envie de vous parler de Valencia parce que j'ai l'impression qu'on est dans le moment d'après, dans l'après-zéro. Valencia est capitale verte de l'Europe, ville exemplaire, zéro carbone, zéro artificialisation. Je vous ai parlé de la Ley La Huerta. Aujourd'hui, on parle de zéro chômeur dans les territoires. Bon, les habitants, ils demandent zéro mort. Ça, cette politique, elle n'existe pas. Et je crois qu'on est vraiment entre le sentiment et la raison. D'accord, des politiques ultra-rationnelles, des discours... les responsables politiques de Valencia les tiennent, les portent, les ont compris, n'ont pas mis de côté un agenda développementaliste, de croissance aussi, parce qu'ils veulent se battre pour le développement économique et l'emploi. Et je pense qu'on est vraiment aujourd'hui dans le là, je me mets à Valence, on est dans le propre et le sale. Le propre, c'est des jeunes qui nettoient, qui ne sont pas des acteurs politiques. Et les acteurs politiques, ils se jettent de la boue à la figure. Ils sont dans le sale. Et moi, je mets dans le propre et le sale aussi. Chez nous, en France, Marine Braud, encore une fois, la réponse politique, la réaction politique que vous attendez, vous, aujourd'hui, qui connaissez encore une fois ce cœur du pouvoir-là et de la décision après les événements espagnols. Quel regard, en France, pouvons-nous porter sur ce qui s'est passé en Espagne et ce qui s'est passé aussi, vous le rappeliez, Jean-François Soussana, il n'y a pas si longtemps dans le centre-est de la France. Quelles leçons devons-nous en tirer là, immédiatement ? Mais justement, je pense qu'il ne faut pas réagir nécessairement exclusivement à l'actualité. Comme je vous disais, en France, on sait à peu près gérer le moment de la crise de l'inondation parce qu'on a connu des crises. On sait à peu près bien gérer une crise de canicule parce qu'on a eu la canicule de 2003 et des milliers de morts. Mais là, il faut arrêter d'être en gestion de crise, il faut passer en adaptation, donc il faut anticiper ce qui va se passer dans l'avenir. Et c'est effectivement l'objet du plan national d'adaptation au changement climatique qui a été présenté par le gouvernement et qui est actuellement en consultation. Sauf que cette consultation, elle va durer 2 mois. On n'est pas sûr que le gouvernement actuel sera encore là dans 2 mois. S'il est remplacé, on n'est pas sûr que le prochain gouvernement reprendra cette trajectoire d'adaptation au changement climatique que le Haut Conseil pour le climat saluait. Donc on est sur un risque d'instabilité politique. Or, sur la transition écologique et en particulier sur l'adaptation, on a besoin d'avoir une vision claire. On a besoin d'avoir un objectif et un chemin pour y parvenir, pour que tous les acteurs puissent ensuite développer leurs propres solutions autour de ces solutions. Aujourd'hui, on a une trajectoire d'adaptation au changement climatique qui est basée sur plus 4 degrés. Je rejoins l'analyse comme quoi c'est une trajectoire assez réaliste aujourd'hui avec les politiques climatiques actuelles. Si demain, le gouvernement décide qu'en fait, c'est pas du tout à ce niveau-là qu'ils veulent s'adapter, potentiellement, on va avoir des changements encore de normes, des changements encore de type d'infrastructure. Et tout ça, ça fait que si demain, on a un épisode équivalent à Valence qui arrive en France, on ne sera peut-être pas préparé. Tout ça parce qu'il y a eu des soubresauts politiques. Donc des gouvernements se succèdent au gré des soubresauts politiques. Est-ce qu'il n'y a pas un État qui garantit la continuité de cette politique ? Elle est vitale. Elle est existentielle, Jean-François Soussana. Oui, il faut que l'on ait une vision à long terme. Il faudrait que l'on ait des financements pluriannuels sur à la fois l'adaptation, mais aussi bien sûr la neutralité carbone et l'atténuation du changement climatique. Et puis, il faut qu'on ait un cadre de gouvernance qui soit stable. Ce cadre, il doit associer les territoires, évidemment. Ça ne peut pas être uniquement centralisé. Donc, c'est ce qu'on attend, si vous voulez, de cette concertation sur le PNAC 3. Et on attend une vision pluriannuelle qui soit cohérente, associant adaptation, atténuation. Et ça, c'est normalement le but de la stratégie française énergie-climat qui devrait apporter un cadre cohérent. Bien sûr, tout est toujours remis en question dans les démocraties et ça, c'est naturel, je dirais. Mais les enjeux ne vont pas changer. Il faut donc qu'on ait de la pérennité dans les dispositifs et dans les actions. Marine Braud. Pour compléter sur le plan national d'adaptation au changement climatique à proprement parler, c'est un document qui n'a aucune valeur normative. Ça n'est pas une loi, ça n'est pas un décret, ça n'est pas un arrêté. Ça veut dire que n'importe
n'importe quel gouvernement qui arrive derrière peut s'asseoir dessus sans aucun problème, sans aucun risque juridique. Contrairement à des documents comme la stratégie nationale bas carbone ou la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui sont aussi d'ailleurs actuellement en consultation, qui eux sont des documents normatifs et sur lesquels des ONG peuvent potentiellement attaquer l'État parce qu'ils ne respectent pas ses objectifs. Et cette sécurité juridique, c'est ce dont on aurait aussi besoin en fait pour l'adaptation. Ça ne veut pas dire qu'une prochaine majorité ne pourrait pas le changer, mais c'est plus difficile. C'est plus difficile que quand un texte est normatif et donc contraignant. Oui, Nassina Baron. J'entends parler, je comprends très bien, de stabilité normative et donc de stabilité politique, de certitude, de réassurance, de sécurité, et donc la volonté de rendre effectivement ce passage vers la transition irrémédiable, c'est-à-dire qu'on avance vraiment vers des décisions et des actions. Mais moi, je vois beaucoup plus les processus politiques, sociaux, économiques et culturels, parce que c'est aussi des dimensions psychologiques qui sont très marquantes aujourd'hui, de l'ordre de la transe. Il y a de la transe dans la transition, c'est-à-dire quelque chose qui piétine, quelque chose qui recule et qui avance, quelque chose qui est du domaine du rationnel, mais aussi de la dépossession, du dédoublement et d'une volonté d'intégrer des imaginaires et des besoins. Il y a d'autant plus de besoins de réassurance, je crois, que chacun sait qu'on est dans l'incertitude profonde. Et ça concerne tout un chacun, évidemment, de manière très concrète, l'adaptation. Ça signifie aussi que des habitants vont devoir quitter leur logement, que des communes deviennent inhabitables. Est-ce qu'on sait lesquelles, Jean-François Soussana ? Donc justement, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut des études qui nous permettent d'évaluer les risques, d'évaluer l'exposition des populations à ces risques, la vulnérabilité. Il faut rappeler qu'il y a beaucoup d'inégalités d'exposition. On a des populations qui sont dans des zones un peu tampons, enfin dans des zones où on a ces risques, qui sont souvent d'ailleurs des populations moins bien loties que les autres. On rejoint des inégalités sociales, absolument. Et on doit déjà évaluer ça, le cartographier, avoir les études d'impact potentiel. Mais ça, on ne le sait pas aujourd'hui. À mon avis, on ne le sait pas assez. On a des études, mais elles sont incomplètes. On n'a pas une couverture suffisante de l'exposition et de la vulnérabilité. Mais j'habite une petite ville à côté d'un cours d'eau, ou au bord de la mer d'ailleurs, puisqu'il y a aussi la question de la submersion marine. Je ne sais pas ce qui m'attend potentiellement aujourd'hui à horizon de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans sur ce sujet. Vous avez ces études, normalement, quand vous achetez, disons, un bien immobilier, vous avez une étude qui l'accompagne, qui vous indique que vous êtes dans une zone qui est potentiellement exposée à une inondation. Mais ces référentiels sont souvent peu adaptés par rapport à l'évolution du climat. Donc il faut revoir un petit peu tous ces référentiels. Il faut revoir également toutes les normes qui vont permettre de limiter les risques. Marine Brault. En fait, ce sont des référentiels qui sont basés sur le passé, donc sur l'historique des crues et qui ne prennent pas en compte le potentiel de crues futures. En fait, vous habitez dans une petite commune, est-ce qu'on sait ce qui va arriver ? Oui, Météo France a fait des projections très claires avec sur des petites surfaces qui, je crois, font 1 km de côté. Par contre, c'est un risque climatique. Vous, un particulier, une entreprise, une collectivité, c'est pas si facile d'utiliser ces données-là et il faut les transformer pour réellement identifier, en fait, si on se dit qu'on a un risque de pluie 50% supérieur, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment va réagir le fleuve ? Quelles sont les infrastructures ? Quels sont les services que j'ai à ce niveau-là ? Et puis par-dessus, il y a une dernière couche qui est une couche, à mon avis, de démocratie locale, où en fait, entre nous, il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on veut protéger et à quel niveau. C'est-à-dire ? Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, imaginons que le stress test d'une commune va dire qu'une route risque d'être inondée 1 semaine par an, tous les 5 ans par exemple, à cause d'inondations. Là, il faut se dire, est-ce qu'on est capable de se passer de cette route-là plusieurs jours dans l'année à cause d'une inondation ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une route essentielle parce que c'est celle qui permet d'amener des vivres, parce que c'est celle qui conduit à un hôpital ? La réponse à l'adaptation ne sera pas la même. Si la route est essentielle, on va mettre les moyens, on va peut-être la déplacer, on va peut-être la surélever pour être en capacité de l'utiliser, y compris pendant des inondations. Si ensemble, collectivement, en démocratie participative, on se dit franchement, on peut éventuellement s'en passer parce qu'il y en a une autre qui contourne, peut-être que cette route-là, ce ne sera pas celle qui sera prioritairement adaptée.
Mais elles ont lieu aujourd'hui, ces discussions, et si Bien sûr oui, que non. à quel niveau? Non, parce que ça semble très concret. Jean-François Sousana, je vous vois. Oui, c'est ça. C'est réellement ces plans qu'il faudrait avoir au niveau local. Il y a aussi des questions importantes sur les assurances. Vous savez qu'il y a des biens qui aujourd'hui ne sont pratiquement plus assurables à cause des chocs climatiques qui se répètent. Et vous avez des choses concrètes. On a un fonds Barnier, qui est un fonds qui a été utilisé pour réduire les risques. On pourrait vouloir l'étendre à une aide à la réduction volontaire de vulnérabilité des logements, des ménages, aussi des locaux, des petites entreprises. Autrement dit, les acteurs peuvent s'emparer de la réduction des risques, mais en étant aidés et probablement... Avec de l'argent public? Probablement avec de Mais l'argent avec public. quel argent public, Jean-François Sousana? Il ne vous a évidemment. pas échappé qu'on avait un petit problème de ce côté-là. Évidemment, mais si vous voulez, du point de vue budgétaire, il faut rappeler qu'en 2022, s'agissant uniquement des dommages assurés, on a eu en France 11 milliards d'euros de dommages. Ces dommages, ils se répètent année après année. Donc en termes budgétaires, réduire la vulnérabilité, c'est aussi faire des économies. Nassima Baron. Oui, c'est normal. Alors, les plans de prévention des risques, ça existe depuis très longtemps et c'est mis en œuvre. Et il y a effectivement une information de la population autour de la culture du risque. Moi, je voudrais tenter de faire un lien entre cette culture du risque qui s'appuie sur des documents cartographiques connus, sur des phénomènes prévisibles connus aussi avec nos outils technologiques d'aujourd'hui. Cette Dana, on l'a connue une semaine avant. Enfin, elle a été bien prévue. Nos outils scientifiques, nos outils juridiques, nos outils de planification existent. Et pourtant, on a ces phénomènes. Il y a quand même là un gap. Et je crois que la culture du risque, bien sûr, on peut parler des plans de prévention des risques, en parler dans les écoles, développer une culture du risque, mais tant qu'on ne fera pas le pont avec une culture territoriale, avec une sagesse territoriale. Juste, vous voyez, on dit Dana, dépression aislada a niveles alto, depuis quelques années en Espagne. Tout le monde dit gota fria, tout le monde sait ce que c'est. Moi, au début, Dana, je croyais que c'était comme les ouragans. Vous savez, Milton, Elena, ils avaient des noms. Je me suis dit, ils avaient appelé ça Dana un jour, et puis l'année d'après, ça allait être un autre nom. Non, j'ai compris. Alors, renommer les choses, c'est mettre aussi les usagers, les habitants, dans un autre cadre. Et je pense qu'il faudrait déjà s'appuyer sur la sagesse et sur la mémoire. Marine Brault. Et il y a aussi un sujet d'horizon de temps. Il faut qu'on réussisse à se projeter loin. Et je reviens sur ce qui a été dit sur il n'y a pas d'argent public. Le Premier ministre lui-même, quand il a présenté le plan national d'adaptation au changement climatique, a rappelé qu'un euro investi, c'était 7 à 8 euros économisés de dégâts. C'est ce qu'on dit toujours, et puis quand il s'agit de passer aux actions concrètes, on se souvient que l'état des finances est différent. Où en fait il faut voir plus loin. C'est-à-dire que l'argent qu'on va investir aujourd'hui, c'est de l'argent public qu'on ne dépensera pas demain. Et c'est là où, en fait, l'investissement dans le changement climatique est justement un investissement, ça n'est pas une dépense. Et il faut absolument le voir comme ça. Je voudrais juste rappeler que l'année dernière, c'est 6 milliards d'euros de dégâts que les assurances ont couverts juste à cause des impacts du changement climatique. 6 milliards. Et elles annoncent des augmentations de tarifs, d'ailleurs, les assurances... importante de l'ordre de 10% déjà, juste pour le 1er janvier de cette année. Certaines communes ne sont plus assurables. Ouais. Et donc, moi, je vous dis qu'à Valencia, c'est des ponts, c'est des routes, c'est des chemins de fer. Et donc, à ce niveau-là, c'est plus des affaires d'assurance. Ce que vous nous disiez tout à l'heure avec les estimations. Très cher. Ça coûte très cher. Jean-François Sousana. Non, donc vous voyez, on est dans une situation qui est délicate parce que les besoins d'investissement de ce point de vue sont considérables, même s'ils vont créer des économies. Et je fais un parallèle avec les besoins d'investissement pour la neutralité carbone. Si vous voulez, la neutralité carbone, ça va permettre des économies considérables. Il faut rappeler que la France importe environ 60 milliards d'euros d'énergie fossile. Donc on peut faire des économies considérables, mais il faut beaucoup d'investissements. Et malheureusement, effectivement, la situation budgétaire n'est pas propice à la réflexion sur ces investissements. C'est un sujet de fond qu'il faut aborder, probablement dans le cadre européen également. Et on est à quelques jours là, de la COP, et en vous entendant tous les trois, j'ai encore l'impression d'un immense décalage entre ce que vous dites, entre ce qu'on sait et la réalité de la politique quotidienne telle qu'elle va peut-être reprendre en Espagne et demain en France. C'est le cas, Marine Brault ? Ah oui, le décalage est encore très fort. Il est terrifiant. Et d'ailleurs, quand je vous disais on investit 1 euro aujourd'hui pour en économiser 7 à 8 demain, sauf que demain, ce sera un autre gouvernement. Donc le gouvernement d'aujourd'hui n'a pas forcément envie d'investir pour le futur gouvernement qui ne sera pas forcément de sa couleur politique. C'est pour ça que la stabilité politique, c'est quelque chose d'important pour la transition écologique.
Merci à tous les trois. Jean-François Soussana, président du Haut Conseil pour le climat. Marine Braud, associée fondatrice d'Alameda et ancienne conseillère environnement auprès d'Emmanuel Macron et auprès d'Elisabeth Borne. Et merci à vous également, Nassima Baron, géographe, professeur à l'université Gustave Eiffel. On retrouve vos analyses croisées sur l'application Radio France et sur le site de France Culture. Merci à vous.